Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nour TV pour votre rendez-vous féminin Femmes de la Cité. Dans ce numéro, nous recevons Aimée Delia Bilouni Djali, originaire de Loguelolo. Elle est experte en communication. Cette valeureuse dame est une passionnée de l'art et de la culture. Elle a à son actif plusieurs organisations. Elle préside plusieurs mouvements, ONG et associations en rapport avec la musique, le sport et bien d'autres. On la retrouve juste après la transition, c'est notre invitée. Madame Delia Bilouni Djali, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Nour TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos activités. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, si on vous demandait de vous décrire, de vous présenter, que direz-vous? Ben écoutez, c'est toujours difficile de parler de soi-même. C'est compliqué, mais bon, je dirais, je suis quelqu'un qui aime le contact humain. Je suis quelqu'un qui aime les autres. Et je pense que c'est l'amour de l'autre qui me pousse à faire un certain nombre d'actions, d'activités. Et vous remarquerez que dans mon parcours, tout touche à l'être humain, à l'amour de l'autre, à la compassion pour l'autre, voilà, le devoir de servir, c'est cela. J'essaie de mettre, on va dire peut-être mon malheur au service des autres et de faire en sorte que je puisse toucher un centre d'intérêt pour qu'il soit heureux. C'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'ai pratiqué. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer proprement dit notre entretien. Vous êtes à la tête de plusieurs organisations et mouvements associatifs. Combien au total? Et est-ce que vous pouvez nous en parler du plus vieux au plus récent? Alors, c'est toujours compliqué. J'aime bien. Il y a quelqu'un qui me manque sur ce plateau. C'est mon secrétaire général David Ey de SSAVC. Parce que c'est un peu avec lui que j'ai fait un peu tout le parcours, partant du début de mes activités jusqu'à présent, jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Donc, je dirais, parce que souvent, quand j'oublie, il me rappelle. Alors, je commencerai un peu plus loin. En 2004, 2005, 2006, la création du CRAG. C'était, on appelait ça le club de réflexion des artistes et animateurs du Gabon. Voilà. Pourquoi la création du CRAG? C'est parce qu'on avait remarqué, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà cette passion pour la musique et l'art au lycée. Je m'en doutais un peu. Oui, au lycée, parce que j'aimais bien tout ce qui était théâtre, j'aimais bien vous savez qu'on avait, oui, le chant, j'aimais bien la poésie, et j'aimais bien tout ce qui était soirée culturelle du lycée. Donc, j'étais toujours dans l'organisation de ces événements-là, et moi-même, j'y prenais part par des ballets, par ma participation, peu importe où, mais j'étais là, par le sport aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis jeune, et je pense que mes parents ont vu en moi cette personne qui pourrait embraser tout cela, et ils m'ont favorisé cet accès à ce domaine qu'est la communication, le social, donc notamment les relations publiques. Parce qu'en fait, moi, je suis spécialiste en relations publiques. C'est pour ça que j'ai le contact facile avec le monde extérieur et avec les autres. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un peu vos associations? Donc, j'étais au CRAG, création, donc CRAG. Là, on est en 2004-2006. Voilà, 2004-2006, par là. J'avais constaté dans mes organisations de spectacle que les animateurs, il y avait quand même des petits soucis entre animateurs et artistes. Alors qu'on s'était dit, sans artiste, il n'y a pas d'animateur. Sans animateur, il n'y a pas d'artiste. En fait, pour avoir un bon show, il faut l'animateur et l'artiste. Les deux. Et c'est l'animateur qui lance l'artiste. Bien sûr. Et c'est l'animateur qui faisait le plus gros travail. Au niveau des cachets, il y avait un écart considérable. Donc, un artiste pouvait monter sur scène 10 minutes. Il avait 1 million, par exemple. Je prends des chiffres comme ça. 500 000, 1 million. L'animateur avait 100, 200 000. Et puis, vous allez remarquer que l'animateur fait tout le spectacle. L'artiste monte 10 minutes. Et ça, il fallait combattre, il fallait essayer de discuter auprès des pouvoirs publics. Je me rappelle, et là, je veux remercier Madame Pascaline Ferry-Bongo-Ndimba, qui était la présidente d'honneur du CRAG à l'époque, qui avait compris notre problème. Et partant, on voulait également, dans le combat que nous menions pour essayer de ramener l'animateur et l'artiste en symbiose, au même niveau,
il fallait également faire la promotion des deux. Et comment faire la promotion des deux? Il fallait maintenant lui proposer des activités qui permettaient l'épanouissement de l'artiste et de l'animateur. Donc, on a mené ce combat-là. Et c'est comme ça qu'en proposant des activités, nous avons conçu la nuit de la musique et les awards de la musique gabonaise. La nuit de la musique, c'était simple. C'était un complexe, c'était un concept qu'on voulait international. C'est-à-dire c'était une fusion des artistes gabonais et des artistes internationaux qui venaient à Libreville pour partager la scène. Et comment est née cette idée? Écoutez, c'est qu'on sentait que nos artistes avaient besoin de ce partage de scène. Et puis à un moment donné, Libreville était à plaque tournante du showbiz gabonais. Et on s'est dit, bon, pourquoi ne pas avec les autres? Parce qu'il y avait pas que moi, hein. Il n'y avait pas que le CRAG, il y avait également la structure Eben, Eric Benke, qui nous accompagnait aussi dans le projet. Il y avait Iriscom, hein, que vous connaissez à l'époque, c'était le plus grand de tout ce qui était sono et lumière. Iriscom qui était avec nous. Donc, il y avait 3 grandes entités qui organisaient la nuit de la musique. Et ça permettait aux artistes d'avoir un regard sur l'extérieur, de partager celle avec les plus grands de la musique de ce monde et ce qu'il y a eu. On a eu à Libreville beaucoup de stars internationales, notamment Jaroul, Econ, il y avait tout. Oui, américain, oui. Africain, donc on avait toutes les stars mondiales ici. Voilà, et les artistes avaient la chance de pouvoir tous participer avec des cachets quand même assez consistants et aussi les animateurs. Parce que là, je pouvais mettre après 5 artistes, je passais l'animateur. Donc là, on avait animateur, artiste. Et là, on avait une panoplie d'artistes, une panoplie d'animateurs. Et vous comprenez, là, je me suis dit, ben voilà, c'est mieux ce qu'il fallait faire. En même temps, on promouvoit l'artiste, en même temps, on promouvoit l'animateur. Et ils avaient tous les mêmes cachets. Et c'était possible. Donc, l'animateur avait son million ou son 500 000. L'artiste aussi. Et là, on sentait bien que tout le monde était content. Donc, on a reçu ce challenge-là parce qu'aujourd'hui, vérifiez bien, vous allez voir chez les animateurs, demandez-leur. Hein, ils peuvent demander un cachet aujourd'hui de 300 000 pour un événement qui dure même 45 minutes. Oui, ils peuvent demander. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, aujourd'hui, on a reçu ce combat-là de faire en sorte que l'artiste soit bien payé parce qu'avant, on disait, oui, l'artiste est trop cher, 2 minutes, il me donne 600 000. Mais dans les 600 000, là, vous allez regarder, il y a le studio, il y a d'abord l'inspiration, parce que l'inspiration vient de Dieu. Donc, c'est un don. C'est un don qu'il est obligé de développer. Ce don-là, ben, il coûte cher. Il faut l'entretenir. Le studio d'enregistrement, essaie de produire un artiste, vous allez voir ce que ça coûte. Hein. Aller au studio, du temps, ils te prennent des heures et des heures. Après, l'équipe vidéo qui prennent aussi de l'argent. Après, l'équipe, il y a la promotion de l'œuvre. Donc, tout cela, c'est de l'argent. Les 10 minutes là, que vous payez à hauteur d'un cachet de 500 000, ben, c'est le recoupement de tout cela. C'est toute une carrière qu'on mettait là-dedans et c'est cher, mais c'est comme ça. Dans d'autres pays, ben, les artistes ne prenaient même pas pour faire des prestations. C'est les droits d'auteur qui payent les artistes. Mais malheureusement, chez nous, on n'est pas encore arrivé là. Nous sommes en train d'installer seulement le début. Est-ce que vous travaillez oui, oui. Je ne suis pas là en tant que conseiller du ministre de la Culture, hein, voilà. Mais je sais qu'il y a déjà le Bugada qui existe, donc qui s'occupe des droits d'auteur, et ça a commencé, on paye les droits d'auteur aux artistes. C'est vrai que ce n'est pas comme on souhaite, mais c'est un début, et je pense que toutes les entités, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes concernés, avec le Bugada et le ministère, sont en train de travailler pour améliorer les choses et pour que ça se passe comme dans notre pays. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé de musique, on a parlé des awards de la musique et le handball. Alors, awards de la musique, non, en fait, on n'a même pas encore abordé ce côté-là. Les awards de la musique sont venus parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'événement qui récompensait les artistes. Il fallait Alors, bien... j'ai envie de savoir, c'est votre idée à vous seul et puis vous avez mûri avec d'autres ou bien vous vous êtes assis ensemble? On était assis avec des amis, comme je vous dis, la David Eyi, il y avait d'autres à l'époque, Lingema, on était nombreux. Hein. Il y avait Ale Boris Koga, c'était Yundong, ils sont là, ils sont tous là. Donc c'était un groupe, on s'était tous assis pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et puis c'est venu. Il y avait à l'époque aussi... il n'est plus là, j'ai oublié son prénom, ça me reviendra. Il y avait Léa Dabani aussi, qui était avec nous, qui représentait la Fondation Albertine Amissa, parce que le principal partenaire et qui organisait cet événement, c'était la Fondation Albertine Amissa Bongo. Voilà, donc là aussi,
il y avait Liban Suleiman qui était avec nous, pour le côté américain, Léa Davani également. Donc, on avait tout un groupe de jeunes. Chacun avait un rôle. Oui, chacun avait un rôle là-dedans. Il y avait Eric Benke aussi. Chacun avait son rôle dans l'organisation. Moi, j'étais un peu le moteur, parce que j'étais la présidente du CRAG. Donc, c'était au moment le CRAG qui en fait lançait la machine là et les autres les appelaient. Voilà, c'est ça. Et avec notre président d'honneur, évidemment, on avait ce soutien-là qui nous permettait d'organiser tous ces événements-là. D'accord, on a beaucoup parlé de musique, on parle maintenant de sport. D'accord, on parle de sport. Voilà. Alors, dites-nous, quel est votre amour pour le sport et quel est le sport qui vous passionne? Alors, le sport. On va parler de handball. Parce que le handball, en fait, c'est depuis que je suis jeune aussi. J'ai commencé en 6e au lycée. Donc, j'aimais bien. a été également une grande sportive. Oui, j'étais sportive. Hein. J'étais handballeuse professionnelle. Après, j'ai arrêté à la suite de l'AVC. Donc, voilà. Mais le handball, c'est une passion depuis petite. J'aimais bien ce sport. Je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, au lycée, on vous demande toujours quelle est la discipline que vous voulez pratiquer. C'est ça qui était bien dans nos établissements. Je pense qu'il continue aujourd'hui, mais plus comme avant, parce qu'il y avait l'OXU avant, qui était vraiment actif pour nous. Et donc, j'avais choisi le handball. J'aimais bien ce sport. Et depuis la 6e jusqu'en terminale, j'ai pratiqué le handball. Et même, moi, je suis sortie de là parce que je le faisais aussi en milieu professionnel. Moi, je jouais avec Ndela, Énergie à l'époque, et puis on rencontrait les filles du SM, l'Angèle Célé, les Nicolas Célé, bon, vous voyez, il y a des noms comme ça que je cite, hein, qui sont encore avec nous. Et je me rappelle Judith Massi, elles sont nombreuses, ces belles handballeuses et grandes handballeuses. Donc j'ai aimé ce sport et j'ai pratiqué. Mais vraiment, j'étais gardienne, j'étais aussi devant, j'avais la chance de pouvoir faire les deux. J'aurais aimé bien voir ça. Si vous voyez, j'étais toute mince, vraiment, c'est pas la Délia d'aujourd'hui. C'est notre Délia plus jeune, plus active. Et puis à un moment, je suis allée au basket. J'ai voulu choisir entre handball et le basket. Mais je me suis rendu compte que j'étais une bonne basketteuse, mais j'avais un handicap de la taille. Voilà. Je voulais m'être plus grande pour bien jouer au basket. Et puis bon, chemin faisant, j'ai abandonné le basket. Je préférais me lancer dans le handball. Donc je l'ai pratiqué. Vraiment, j'ai des palmarès. J'aimais bien au stade. J'avais beaucoup de succès. J'aimais bien ça. Et après, bon, est venu ce que vous savez. Après, je suis tombée malade, surmenage avec l'AVC. Alors, avant cette partie, on va parler un peu de Dibunga Handball. Alors, Dibunga Handball. Dibunga Handball, c'est... On a décidé de créer, en fait, il y avait tellement de bonnes joueuses de handball, mais on a vu qu'il n'y a pas de niveau encore. Parce qu'on avait participé à la Coupe du Barreau une année, alors que nous, on ne jouait plus. Et on avait battu les jeunes. On n'avait pas compris comment Phoenix, l'équipe qui était choc, l'équipe des jeunes, nous rencontrait, nous, en finale, et on les bat. On s'est dit, mais comment les mamans peuvent venir battre les jeunes filles, quoi. Donc, ça veut dire qu'elles n'avaient pas le niveau qu'il fallait. Et on a pensé avec les anciens, que ce soit les hommes, les femmes, on s'est dit, on va faire du Bunga handball, on va dire 30 ans et plus. C'est-à-dire vraiment les grands, quoi. Et même ceux qui aujourd'hui jouent. Mais il y en a encore, hein, je vous dis, qui jouent. Angèle Assélé joue encore. Il y a Judith Bavarassi qui joue encore. Mais bon, les activations commencent à ne plus répondre parce que c'est de l'âge. Voilà. Et Dibunga, c'est quoi l'objectif? C'était en fait promouvoir le handball, encadrer les plus jeunes. Et je suis ravie parce que la dernière fois, j'ai reçu au bureau, au ministère de la Jeunesse et des Sports, dont je suis conseiller du ministre, j'ai reçu le capitaine du Gabon, de handball. Yannick Obian, il est là, il est venu me voir. J'aime bien parce que c'est des petits qui, nous, quand on jouait, je ne jouais pas. C'était des petits qu'on voyait sur le terrain. Et aujourd'hui, on voit la grande. Donc, il vient me voir. Je lui dis, ah, Yannick, ben, c'est bien ce que tu fais. Lui, il a créé un petit club. Il a une association qui promouvoit le handball. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aider les plus jeunes, parce que nous, on ne joue plus sur les maillots, les entraînements, les stades, et on le fait bien. À un moment, j'étais présidente, et puis après, bon, je suis passée présidente d'honneur parce que j'avais plus beaucoup de temps, et donc j'ai passé ma place, et j'ai passé le relais à d'autres. Mais c'est là, Dibunga Handball est toujours là. On essaie toujours d'épauler les plus jeunes, et puis quand il y a des matchs, on est là. Je me rappelle la dernière Coupe du Gabon, qui s'est faite handball, à Coupe du Gabon de handball. À Coupe africaine de handball, c'est passé au Gabon. On parlait des sports. Et nous, on était là, Dibunga était là, c'était une belle ambiance. On s'est retrouvés entre anciens handballeurs. Des beaux moments. Oui, c'était le beau moment des stades, c'était vraiment beau. À l'époque, il y avait l'OXU, et l'OXU nous permettait de dénicher les talents. Voilà, des talents aussi bien féminins que masculins. Donc, le handball, pour moi, c'était une passion. Et on a voulu la perpétuer avec les plus jeunes.
Voilà, c'est ça. On a parlé de musique, on a parlé de sport, et on va maintenant parler de SOS AVC. Ouais. C'est quoi l'histoire autour de cette plateforme? L'histoire est longue et douloureuse. Parce que quand j'en parle souvent, j'ai très mal parce que c'est mon expérience personnelle. D'accord. SOS AVC. Lorsque j'étais en 2011, parce que ça m'est arrivé en 2011, j'étais, je pense, conseiller du président du CNC. Et on avait changé de rythme parce qu'on passait de la journée où on pourrait rentrer à midi à la maison, à la journée continue où on ne rentre plus du tout. Et je pense que j'ai très mal passé ce cap. Et j'avais, peut-être on dit, des problèmes sociaux aussi, parce que parfois on a des problèmes psychologiques. Hein, et puis j'avais un surménage, j'ai fait un surménage parce que j'ai eu 2 chefs, j'ai eu 3 présidents d'institutions en un mandat. Donc, du coup, ça changeait d'humeur à l'autre. Et je sens que le rythme de travail était fort. Entre-temps, j'ai organisé la nuit de la musique aussi. J'avais aussi le handball. Donc, ça faisait que j'avais j'avais plusieurs activités en même temps. Une masse de travail. De repos. Voilà, moins de repos. Le rythme était fort. C'était fort. Et je pense que je n'ai pas supporté. Parce que la nuit de la musique, c'était au conseil du matin au matin. Vous êtes allé au-delà, madame. Au-delà. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois, il faut écouter son corps. Bon, j'ai fait comme si. Et en faisant comme si, je me suis retrouvée à faire un AVC. Je ne savais pas, ça a commencé un peu comme des maux de tête violents. C'est très, très violent. Et je me suis dit, bon, peut-être je suis fatiguée, c'est rien. J'ai fait de l'automédication. J'ai pris du Doliprane comme les autres. J'ai pris des Fergamil. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre pour que ça passe. Et puis rien. Et puis un jour, je suis hospitalisée. On m'emmène à El Rafa. Un jour, je suis là chez moi. Et puis là, c'est de plus en plus fort. Je sens mes jambes qui sont en train de trembler, le corps qui est en train de me lâcher. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, je dis à ma personne qui était à côté de moi, je dis, je vais m'évanouir. J'ai envie de vomir, je me sens pas bien. Je vais tomber. Il dit, non, mais ça va aller. Puis tout d'un coup, boum, je tombe. Je perds l'équilibre. Je tombe, je me mets à vomir. Et puis, on m'emmène à El Rafa. Là, j'étais déjà tombée, j'étais dans les pommes. Maintenant, à Rafa. Et là, on découvre, je fais 22 de tension. Donc là, j'étais en train de faire un début d'AVC, mais qui n'a pas été détecté au bon moment. Voilà. Donc, on m'a dit que j'étais en train de faire la sinusite. Bon. Okay. En fait, je devais voir le neurologue qui était absent, le professeur Mohamed, que je remercie énormément parce que c'est lui qui, finalement, qui m'a sauvé la vie. Le neurologue d'El Rafa n'étant pas là, on m'a emmené donc au CHUL. Et là-bas aussi, on n'avait pas découvert qu'est-ce qui n'allait pas. On m'a fait un scanner, on a dit que c'était le puits qui montait à la tête alors que c'est le sang. Donc, il y a eu des rapports médicaux qui ont trompé, en fait, cet AVC qui était en train de se déclencher. Et au moment où je suis dans le coma, au CHUL, professeur Mohamed arrive grâce à professeur Kouna. Je parle toujours d'elle parce qu'elle aussi, elle fait partie de la chaîne qui m'a sauvé la vie et elle travaille avec moi aujourd'hui à SOS AVC. Professeur Kouna s'est occupé de moi au CHL avec docteur Max Moukou. Il fallait trouver ce que j'avais. Et donc, docteur Essola aussi arrive, parce que tout ça, c'est les noms qu'on m'a donnés à la sortie du coma. On dit docteur Essola qui disait à ma maman, madame Issambo, que voilà, ça va aller, on va trouver quelqu'un qui va venir la voir. Et là, atterri professeur Mayombe, que je cherche à Rafa, qui vient découvrir que je suis en train de faire un AVC. Hémorragique. Au CHU de Libreville. On appelle ça, en fait, c'est même pas un AVC, on appelle ça une rupture d'anévrisme cérébral avec embolie pulmonaire. Donc ça, c'est le terme médical. Le terme médical, c'est pour vous dire que c'était le plus virulent des AVC. Donc j'avais le cerveau complètement noyé dans le sang, par le sang. J'étais paralysée, je ne voyais plus rien. Et on m'a évacué en Afrique du Sud. Dieu merci, grâce à la CAMGS. Et donc, cet épisode est arrivé là. J'ai fait cet AVC où j'ai été évacuée grâce à la CAMGS. Je suis arrivée donc en Afrique du Sud. Et je suis partie dans le coma. Je me suis réveillée en Afrique du Sud. Et quand je sors de là, je suis paralysée. J'ai tout perdu. J'ai perdu la mémoire. J'ai perdu l'usage de mes membres. Donc, je suis restée sur le fauteuil roulant pendant 2-3 mois. Et après, j'ai dû faire une rééducation de tonnerre parce que même parler, je ne parlais plus. Je ne m'asseyais plus, je ne faisais plus rien. J'étais légume. Et ça a duré combien de temps? À peu près, on va dire, j'ai récupéré après 6 mois. Mais c'était 6 mois, c'était pour moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce qu'en fait, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Voir sa vie du jour. Voilà, de basculer comme ça. Et après, j'ai fait un remake sur moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ma mère lui dit, non, mais tu peux, les médecins disent, tu peux tenir, tu peux te remettre et tout. Si tu veux faire la rééducation. Ça a été difficile, ça a été dur pour moi.
Mais j'avoue que il fallait peut-être passer par là pour voir la souffrance des autres. Et quand j'ai cette souffrance, je me suis dit, quand je suis rentrée d'Afrique du Sud, j'avais une canne. Je tirais encore ma jambe. J'avais mal aux pieds, je tirais encore ma jambe. Je n'avais pas encore bien récupéré. Je suis venue terminer en rééducation à Libreville. Et donc, je voulais faire passer un témoignage, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis là-bas, il fait un don à l'église parce que le médecin qui m'a soigné en Afrique du Sud m'a dit, quand j'ai dit, docteur, merci, je rentre chez moi au Gabon. Il me dit, non, madame, c'est pas moi qui devais remercier. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que, avec autre maladie, ici, beaucoup sont morts. Ils ne sont pas repartis chez eux. Et donc là, tout de suite, ça m'a touché. Hein. C'est un épisode vraiment troublant pour moi. Et ça m'a touché. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, en fait, témoigner la gloire de Dieu? Et est-ce qu'il fallait me limiter à aller dans une église ou bien dans les églises, faire le tour des églises? Non. Je me suis dit, il fallait me créer une association pour m'occuper des victimes d'AVC et leur montrer que c'est possible. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de parents abandonnent les victimes d'AVC en se disant, ils sont légumes, c'est fini, il n'y aura plus rien. Et puis je leur montre que, vous voyez, aujourd'hui, je parlais plus, je parle. Je ne marchais plus, je marche. Je travaillais plus, je travaille. Donc ça veut dire que on peut récupérer de l'AVC hémorragique. On peut redevenir comme avant. Donc, les conjoints qui abandonnent les femmes, ou bien les femmes qui abandonnent les conjoints parce que l'autre est malade, AVC. Ben non, il faut supporter ça ensemble, accompagner le parent pour que ça puisse passer. Et c'est l'amour des autres qui emmène à la guérison. Je suis d'accord. Voilà. Donc, je voulais faire passer ma douleur pour le bonheur des autres. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Voilà. Alors, et elle existe depuis combien de mois? Écoutez, il y a 3 jours, ça faisait les 7 ans de SOS AVC. Il y a 3 jours. Et vous avez fait quoi comme activité? Rien, je n'ai pas pu faire parce que je suis trop occupée dans le travail. Vous avez comme prévu quelque chose en différé? Oui, on a prévu quelque chose parce que nous avons la chance d'avoir le partenariat avec le SAMU social gabonais. Nous avons prévu des campagnes de sensibilisation, ça va se faire, mais tout ça, il faut organiser. Parce que vous savez, avec l'AVC, beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on en parle. Quand j'ai commencé à en parler, à un moment, on a eu un blocage parce que, bon, vous savez, le premier dirigeant du pays avait l'AVC, M. Ali Bongo. Et donc, ça posait problème pour nous d'en parler. Aujourd'hui, bon, les choses ont changé. Nous sommes à l'arrivée de M. Brice Okoté Odinguema, le nouveau président, qui est un démocrate, qui est quelqu'un qui aime son peuple et qui permet qu'on puisse sauver des vies. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux en parler librement pour parler de l'AVC, pour dire que c'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois petit ou grand, que tu sois même bébé, même dans le ventre. Un enfant peut faire un AVC. Et surtout aussi rappeler aux parents, amis et connaissances qu'au lieu d'abandonner, ce serait mieux d'accompagner, de soutenir les malades d'AVC. C'est ça. Et puis, il faut faire la prévention. Parce qu'il vaut mieux ne pas l'avoir que de l'avoir. Parce que l'AVC coûte cher. Quand vous l'avez, c'est une catastrophe. Les gens ne s'imaginent pas. Ce que moi, je peux dépenser en un mois même. Vous êtes sous médicaments à vie. Il y a des examens que vous n'avez même pas fait ici. Moi, je suis tout le temps obligée d'aller en France. Et aller en France, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, si tu n'as pas d'argent, ben, c'est difficile de reprendre un AVC. Donc, il y a tout ça. Il faut faire la prévention sur la malbouffe, sur nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie. Hein, je ne parle pas d'habitudes de vie. C'est-à-dire, même dans la vie courante de tous les jours, ce n'est pas seulement la malbouffe. Mais dans les rapports sociaux, dans les maisons, vous savez, lorsque vous annoncez une mauvaise nouvelle à quelqu'un, ça peut être une source d'AVC. Ça peut déclencher quelque chose. Exactement. Ça peut être au boulot, où vous êtes stressé. Ça peut être ailleurs, vous avez des problèmes. Ben, c'est comme ça, l'AVC arrive à tout moment. C'est comme, par exemple, dans le ventre, quand un enfant, un bébé, un fœtus fait l'AVC dans le ventre, c'est que c'est peut-être le surpoids du bébé dans le ventre. Ça, parfois, on ne le sait pas. Mais il faut faire des campagnes de prévention pour éviter de l'avoir. Et c'est ce que nous faisons avec, je remercie surtout le professeur Kouna, qui est partenaire, qui travaille énormément avec notre association et qui me permet souvent d'envoyer des malades là-bas, des victimes d'AVC. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai eu en 2011 peut se traiter au Gabon désormais, parce qu'on a l'unité vasculaire qui est au CHU de Libreville. Ça, beaucoup ne le savent pas. Oui, beaucoup ne le savent pas et il faut le savoir. Parce que lorsque ça commence en urgence, lorsque vous avez des signes d'AVC, il vaut mieux aller au CHU de Libreville. Parce que dès que vous arrivez, vous demandez, vous dites que les médecins vont voir si c'est des signes d'AVC. Forcément, ils vont vous orienter vers la neurologie. Et là, ben, on peut faire disparaître des caillots de sang si ça se présente. Mais ça a beaucoup évolué. Voilà. D'accord. Alors,
Madame Delia, vous êtes une verrue de l'art, de la culture. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Nous sommes à la veille des échéances électorales, législatives, locales. Est-ce que ce pan vous intéresse? Ben oui, moi je fais de la politique. Hein. Je fais beaucoup de politique. Et vous savez, on m'a dit que si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Parce que tout est politique. C'est le politique qui décide de tout. Et j'aime bien. C'est pour ça que moi je félicite toujours mon président, Biscotteur de Ingema, parce que lui nous a amené à nous intéresser à la politique. En disant que les jeunes doivent dire quelque chose. La politique, c'est l'art de participer. Et j'aime bien cette ouverture aux élections. Parce que ça veut dire que si moi j'ai envie d'être candidat, je peux être candidate. Est-ce qu'on verra Madame Delia sur le terrain à l'Astor? Oui, on va me voir. Et j'y vais là, bientôt. On me verra sur le terrain parce que j'estime que c'est chez moi. Le Gabon, c'est chez moi, c'est mon pays. Tout ce qui se fait, j'y participe. À ma manière, parce que j'aime bien fédérer les jeunes, j'aime bien fédérer les femmes, j'aime bien fédérer les hommes. Et je fais toujours des campagnes à l'américaine. C'est-à-dire l'artiste, je mets toujours l'artiste au centre. Parce que j'ai toujours dit que l'artiste, là, est le meilleur vecteur de communication. Quelque chose que vous mettez, vous voyez, quand vous écoutez la musique gospel, vous avez un décès. Quand vous mettez de la musique, vous voyez ce que ça fait? Apaise. Ça apaise. Voilà. Et l'artiste peut dire des mots durs dans la chanson, ça ne se ressent pas. Donc on peut parler politique dans une chanson, c'est plus doux. Au lieu de dire comme ça, votez-moi, vous allez trouver un autre truc, une autre méthode de faire. Ça passe crème avec voilà, la musique. Voilà, et c'est pour ça que je mets tous les artistes au centre et ils le savent. Même les autorités chez moi savent que des lives, je dis, ces artistes, oui, parce que l'artiste draine du monde, l'artiste est un ambassadeur, l'artiste c'est celui qui vous emmène à aimer. Il y a beaucoup aussi qui voient ça comme des dépenses. Oui, beaucoup voient ça comme des dépenses, mais je vous jure que ils vont même dépenser sur l'artiste qui va t'attirer du monde, que si toi-même tu dois amener les gens, c'est difficile. Ouais. Mais en même temps, ils font partie de la société. Ce sont eux, c'est un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est là pour faire passer un message. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne s'y intéresse pas. Donc, et l'art, c'est ce qui nous identifie par rapport aux autres peuples. C'est notre façon de nous habiller, c'est notre façon de chanter, notre façon de danser. C'est un Gabonais. C'est un Ivoirien, c'est un Sénégalais. Et c'est comme ça partout au monde. C'est pas qu'au Gabon. Alors, Madame Delia, est-ce qu'il y a une femme politique sur le plan national que vous admirez? Si oui, dites-nous pourquoi. Mais écoutez, on va pas la charité bien loin, comment je passe ma mère. Je ne vais pas aller prendre loin, je prends d'abord ma première, Madame Isamo Paulette, parce que qu'est-ce que vous avez vu en elle qui vous inspire ou bien que vous admirez? La rigueur. D'accord. La rigueur, la façon de voir les choses, l'objectivité et la manière de travailler. Le cœur de mère, parce que ça dit qu'il faut savoir arrimer le cœur de mère à l'autorité. C'est pas facile. Je vous assure que les femmes politiques, généralement, n'ont pas de vie. C'est pas facile. Vous savez ce que les femmes font? C'est toujours comme ça. Mais ce que l'homme va faire, c'est un peu... Voilà, donc c'est ce côté-là que j'ai bien aimé. Puis l'éducation qu'elle m'a donnée aussi. Cette éducation de ne pas me pousser là où je veux pas. Et puis de m'encourager dans tout ce que j'ai fait. Parce que partout où je suis passée, c'est elle qui m'a toujours dit, fais ça, faut faire l'école, maman, faut faire ça, faut faire ça. Même quand j'ai terminé avec AVC, je prenais rien que le cas de ma maladie. Si elle n'était pas là, je pense pas que je serais vivante aujourd'hui. Hein. Il y a Dieu, mais il y a elle. Parce qu'il fallait quelqu'un pour dire, on va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Voilà, 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 c'est ça. Et elle aussi, elle a pris d'autres pour pouvoir me sauver la vie. Et je dis, c'est la première femme que j'admire, évidemment, avec elle. Beaucoup d'autres, mais si j'essaie, ça va être compliqué. Il y a des femmes que j'aime bien qui sont là. Alors, elles non comme ça. Il y a des journalistes que j'aime bien. D'accord. Je dis, il y a des femmes journalistes. J'aime bien Madame Mireille Dira. J'aime bien Patia Didi Mouélé. J'aime bien... il y a beaucoup là. Elles sont nombreuses. Hein. Et dans le sport? Ah, dans le sport. J'aime bien Mélanie Ngoua. Je prends les sommités dans le sport. J'aime bien mes handballeuses. Elles sont nombreuses. J'aime bien Nicolas Sélé. Parce qu'elle aussi, c'est une dame de poids. Dans la musique, il y a beaucoup. J'aime bien Nicolas Moko, j'aime Amandine, j'aime Espoir Gaba, elles sont nombreuses ces femmes. Je ne pourrais pas toutes les citer si on va me dire, mais Delia, mais toi tu m'oublies. Et Chanel. Je l'adore. Alors vous voyez, j'aime bien Chanel, j'aime tout le monde. Parce que vous savez pourquoi je les aime toutes? Parce que chacune a son style. Et c'est ce style qui fait la richesse de notre pays en fait.
c'est que l'autre est bon. C'est comme les hommes. Il y a beaucoup les rappeurs. Chacun son avec style. son style. Et c'est ce style-là qui fait une diversité. Non, imagine un mariage, une fête. Il y a tout le monde. Vous ne pouvez pas danser que la rumba, vous ne pouvez pas danser que... Mais il y a un peu tout le monde. Donc voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous travaillez sur un projet actuellement? Si oui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Mais écoutez, là, je suis en train... Dès que je sors de votre plateau, je m'en vais faire des dons au CHUL de Libreville avec l'association Espoir de Femmes. Donc, je suis secrétaire générale. Vous voyez, Espoir de Femmes, c'est pour les femmes. Vous n'avez pas une minute de répit? Non, il n'y a pas de minute de répit. Après, j'ai mon travail. Ouais, j'ai raté le boulot, là, parce que je suis partout. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, mais je crois que mon patron essaie. Mon ministre sait que, bon, déjà, elle est toujours, elle bouge beaucoup, mais je parle toujours de là, non. Oui. Et je pense même que rester sur place me rend malade parfois. Et c'est comme ça que je bouge, en fait. Parfois, vous voyez, je ne dors pas beaucoup. C'est parce que souvent, je cogite. Même quand je dors, parfois, j'ai l'impression que Dieu m'emmène quelque chose en rêve. Et c'est quand il m'emmène ça en rêve qu'après, je concrétise. Et souvent, j'appelle David, je dis, David, viens vite, j'ai une idée. Et puis, boum, on met ça en branle. C'est comme ça que je suis. Et donc, vous voyez, je m'en vais là, dès que je sors d'ici, je m'en vais au CHUL, remettre des kits de maternité aux femmes qui ont accouché pour la fête des mères en différé. Votre mot de fin avant de nous séparer? Mais écoutez, mon mot de fin, c'est remercier Nour TV. Vous remerciez vous, madame. Parce que je m'avais appelé, j'étais surprise. J'ai dit, ah, mon Dieu, c'était encore à moi. Et puis j'ai dit, bon, il y a des dames qui aiment bien ce que je fais. Et c'est par vous, en fait. Moi, je voudrais dire que les médias, c'est le 4e pouvoir. C'est par vous qu'on arrive à faire passer l'information. Mais vous êtes un peu là, on va dire, le cordonnier m'a chaussé, en fait. C'est-à-dire, vous êtes là, mais on ne voit pas beaucoup. Faux, hein. On ne voit pas beaucoup. Alors, c'est vous qui façonnez ces gens-là. C'est vous qui faites la publicité. C'est vous qui... On met en avant, on met la lumière sur... qui nous mettez en avant. Et puis, vous êtes derrière. Mais... avec vous, on priera toujours parce que sans vous, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi je remercie Nour TV, que je vois beaucoup dans mes reportages. Mais donc, je ne connaissais pas les locaux. Vous êtes bien installés. Il y a une équipe, et c'est des dames, en fait. Ouais. C'est comme si on était seulement à d'essayer la femme. Et le président Liga a raison de nous mettre plus de femmes aujourd'hui. Vous avez vu? Il y a une femme à la technique là-bas que j'ai vue. La femme est sur le plateau et il y a d'autres dans les couloirs. Donc, ça veut dire que Nour TV, on a 1%. Qu'il n'y a que des femmes. Mais la femme, là où elle est, ça réussit. Voilà. Merci. En tout cas, merci pour ce beau témoignage. Merci pour cette reconnaissance à l'endroit des médias, des professionnels des médias que nous sommes. Alors, je vais vous inviter donc à présent à laisser un mot dans notre livre d'or, à vous adresser comme ça à une jeune fille, à une femme de Logoué Lolo, pourquoi pas, ou encore quelque part dans le Gabon, qui aime bien Madame Delia, qui apprécie les activités de Madame Delia et qui se dit, un jour, je serai comme cette dame. Ben, je vais leur dire là, déjà, en mot de fin, je voulais leur dire que, vous savez, la vie n'est pas facile. Souvent, quand je circule dans Libreville, je vois beaucoup de jeunes filles qui savent un peu aller dans la facilité, la rue, là, d'être partout, pour faire la prostitution, pour faire le sexe, pour faire les choses, l'alcool, la drogue, non. Je pense qu'il y a autre chose. La femme est intelligente aujourd'hui. On peut être belle, mais il faut être belle et intelligente. Comme disait Madame Edith. Oui, Madame Lucie Bongo le disait, Edith Lucie le disait, il faut être belle et intelligente, parce que la beauté ne suffit pas aujourd'hui. Il faut, quand vous allez quelque part, il faut vous affirmer. Il faut montrer que vous pouvez vous adresser aux autres. Il faut montrer que vous êtes capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, comme disait le président de la République, chacun a sa place. Vous n'avez pas besoin d'être prostituée pour avoir un métier. Moi, je vois bien, vous avez vu comment je suis mes copains là? Voilà. Là, c'est Awa. Elle disait, j'espère que tu vas me faire une dédicace. Oui, je fais une dédicace à Awa. La make-upeuse de la gloire de ce matin. Parce qu'aujourd'hui, même le make-up est un métier. Bien sûr. On ne peut pas passer à la télévision comme ça sans que on t'ait coiffé, on t'ait make-upé. Et donc, j'en ai 3 comme ça ou 4. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de saut métier dans la vie et il n'y a que de sottes gens. Donc, que chacun se prenne en charge et arrêter avec la facilité de la drogue et le reste. Parce que ça entraîne au VIH, ça entraîne à beaucoup de choses. Et nous rentrons dans la période des vacances et je pense qu'il faut sensibiliser. Voilà. Bon entendeur. Salut. Voilà. Vous allez laisser le mot. Merci.
Alors, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Alors, Madame Delia Bellouni Djali, Oui. merci une fois de plus d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Ça nous a permis également de vous connaître un peu plus et surtout vos activités. On vous souhaite bon vent pour la suite. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez pris le temps de me chercher, de chercher à savoir ce que je fais. C'est toujours important et comme je disais, les médias sont eux qui nous mettent en lumière. Donc nous, au TV, je ne peux que vous remercier et de vous bénir davantage parce que vous faites un métier qui est noble et qui est excellent. Merci. Donc je dis, vous savez, il n'y a pas de... la Starmania se fabrique. Elle commence là, un peu, et puis après on monte. Donc je suis contente de voir une nouvelle animatrice que je ne connaissais pas dehors et que je découvre là, qui le fait très très bien. Et donc merci à No TV, cette belle télé qui nous aide beaucoup et qui est toujours présente dans mes activités. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous les spectateurs qui nous ont suivis. Hein. Voilà. C'est un plaisir Avant de vous nous édifier. séparer, vous allez nous lire votre mot, votre message à l'endroit de ces femmes gabonaises. Alors, moi je me suis adressée à la jeunesse gabonaise. J'ai dit à la jeunesse gabonaise, le monde nous appartient. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Prenez-vous en main. Je vous aime tous, Delia. Simplement, voilà. C'est un message d'espoir. Et j'ai signé président du Club de réflexion des artistes animateurs du Gabon, CRAG, président de l'UACG actuellement, donc de l'Union des artistes et acteurs culturels du Gabon, président de SOSAVC, RG de Espoir de Femmes, président de Warriors de Fali Poupa du Gabon, il y en a beaucoup, président d'honneur de Dibunga HB 30. Voilà, donc tout cela, est ce qui fait en sorte qu'on puisse aimer les autres, parce que pour faire ça, il faut aimer l'autre. Il faut avoir l'amour du prochain, pouvoir faire ses activités sans être rémunéré. Donc c'est juste de dire, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Vous savez, il ne faut pas se contenter d'aller à l'église. Mais il faut faire des actions. Il faut poser des actes. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau. Merci encore. Alors, voilà qui met un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement avec un nouveau profil féminin. Sur ce, restez sur Nour TV.